Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Carole Blanchard, professeure à l'Université de Perpignan et par ailleurs coluringue, comme cela vient d'être précisé. Donc je travaille dans un laboratoire qui s'appelle Biocapteur Analyse Environnement au sein de l'université. Et dans ce laboratoire, nous travaillons plus particulièrement sur le développement de biocapteurs. Donc il s'agit d'outils analytiques qui vont être capables d'aller détecter ce que l'on appelle une substance cible, que l'on aura prédéfinie et présente dans un milieu complexe. Alors quand on donne la définition comme ça, c'est toujours un peu difficile à imaginer. Donc on a pour habitude de donner pour image en fait un biocapteur que tout le monde connaît. Ce sont les lecteurs de glycémie qu'utilisent notamment les diabétiques pour contrôler le glucose dans leur sang. Donc la molécule cible dans ce cas, eh bien, c'est le glucose. Et le milieu complexe, c'est le sang du patient. Donc, nous, on ne travaille pas du tout dans le domaine médical, on travaille dans le domaine environnemental et on va donc plutôt aller détecter des polluants. Donc, nos molécules cibles, ce seront des polluants qui vont être présents dans des milieux complexes. Donc, nous travaillons essentiellement sur les milieux aquatiques, mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc effectivement, j'ai intitulé ma présentation « Micropolluants des émissions anthropiques jusqu'aux océans ». L'idée était de recoller avec le thème du colloque de Collioure de cette année, que sont les océans, bien que nous travaillions plus particulièrement sur les milieux aquatiques terrestres, et je vais également y revenir tout à l'heure. Alors, avant de débuter, en fait, j'ai voulu repréciser cette notion de polluant dans un premier temps et de micropolluant dans un deuxième temps. Donc, on trouve énormément de définitions et j'en ai choisi une. Donc, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, elle va m'aider en fait à poursuivre et à vous présenter nos travaux. Donc, un polluant est une substance introduite artificiellement par l'homme. Alors, parfois, on trouve directement ou indirectement par l'homme dans certaines définitions dans la biosphère ou qui existe dans les conditions naturelles, mais dont le taux est accru par des civilisations technologiques. Globalement, on peut parler de trois types de pollution. On peut parler de pollution physique, et là, cela regroupe généralement tout ce qui est pollution radioactive, la pollution acoustique, ici avec le bruit, et puis la pollution au plastique dont on vient de parler précédemment et dont je pense on vous parlera encore un peu plus demain. Donc c'est une pollution donc, avec des matières solides ici dans ce cas. On peut parler également parfois de pollution biologique. Et c'est notamment le cas quand on a parfois des proliférations algales, donc des efflorescences algales dont on vient de parler, lorsque le milieu est très riche en sels nutritifs. Donc il s'agit de cyanobactéries généralement qui sont des espèces naturelles, mais lorsqu'elles se surdéveloppent justement dû à la présence de ces sels nutritifs, eh bien on peut les considérer comme des contaminants. Donc ce sont des choses naturelles qui peuvent aussi être définies comme polluants ou contaminants. Mais pour ma part, je vais plutôt vous parler en fait des polluants chimiques, et c'est pour cela que j'ai choisi cette définition. Alors à la différence des autres types de pollution, en général c'est moins visible. Et donc on en parle un peu, mais on en parle quand même beaucoup moins. Quand on parle de pollution chimique, donc, on va parler de pollution due à certaines molécules. Ça peut être des molécules organiques, donc à base de carbone, comme j'en ai représenté certaines ici, ou ça peut être également des minéraux. Hein, donc, si on retrouve les phosphates, on peut également parler des éléments transmétalliques, de tout ce qui est métaux. Après avoir défini ce qu'étaient les polluants, en fait, je vais définir ce que sont les micropolluants, puisque c'est le titre de ma présentation. Donc un micropolluant est une substance indésirable, détectable dans l'environnement, à très faible concentration, et pouvant engendrer des effets néfastes sur les organismes vivants, en raison de sa toxicité, de sa persistance et de sa bioaccumulation. Donc la première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est sur le préfixe micro, ici, que l'on a accolé au terme polluant, qui certes signifie qu'on va parler de quelque chose de petit, mais ce n'est pas relatif à la taille du polluant, c'est relatif à sa concentration dans le milieu. Donc on a parlé précédemment des plastiques. Effectivement, les microplastiques sont des plastiques de petite taille. Les micropolluants, ce sont des molécules, donc c'est pas bien gros, mais les micropolluants ne sont pas forcément plus petits que les macropolluants, ils sont juste présents dans le milieu à des concentrations plus faibles, et je vais revenir sur ce point un peu plus tard.
On a une diversité très importante puisque l'Union européenne considère qu'il y a plus de 110 000 molécules que l'on peut qualifier de micropolluants. Et ces molécules, de par leur structure chimique, vont avoir des propriétés chimiques différentes, chimiques et physico-chimiques, ce qui fait qu'on va les retrouver dans différents compartiments de l'environnement. Certaines de ces molécules vont plutôt se retrouver dans l'air, d'autres dans le sol, et enfin les dernières, d'autres, seront plus particulièrement présentes dans les eaux. Donc c'est l'objet de ma présentation. Comme je vous l'ai dit un peu au départ, quand on parle de pollution aquatique, eh bien, généralement on différencie les milieux aquatiques continentaux avec les eaux de surface d'une part et les eaux souterraines d'autre part, du milieu marin pour lequel on considère quand même que 80% de la pollution vient du milieu terrestre. Donc finalement, tous les polluants dont je vais parler plus particulièrement que l'on trouve dans les milieux aquatiques continentaux vont se retrouver dans le milieu marin puisque c'est le réceptacle en fait, de toute cette pollution. Ils vont se retrouver dans le milieu marin, mais à des concentrations encore plus faibles, puisque, comme vous pouvez bien l'imaginer, compte tenu de l'important volume d'eau que l'on a dans les océans, eh bien, on va avoir un effet de dilution plus important. Ce qui confère en fait un problème aux personnes qui font de l'analyse, puisqu'on a de la technologie qui est très performante, mais au bout d'un moment, quand les concentrations deviennent trop petites, eh bien, on n'est pas toujours à même d'aller mesurer des concentrations très très faibles de polluants. Donc ça va être encore plus difficile de mesurer les polluants dans le milieu marin que dans les milieux aquatiques continentaux, de par cet effet de dilution. Donc ici, sur cette diapositive, en fait, on voit clairement la différenciation entre macro et micropolluants, et puis aussi depuis quand, en fait, on se préoccupe de ces phénomènes. Donc, quand on parle de macropolluants, c'est que dans les milieux aquatiques, on est de l'ordre du milligramme par litre. Donc ici, on retrouve les matières en suspension, la pollution carbonée. Un peu plus tard, on s'est préoccupé de tout ce qui était pollution azotée et phosphorée, dont on vient de parler. Arrive ensuite la pollution aux métaux. Et puis, de manière beaucoup plus récente, donc depuis un peu avant les années 2000, on s'intéresse à ces micropolluants, donc présents dans les milieux à des concentrations de microgrammes par litre, donc c'est 1 million de fois moins que le gramme par litre. Et généralement, pour imager ceci, si on veut considérer une solution sucrée à 1 microgramme par litre, il faut dissoudre un demi-morceau de sucre dans une piscine olympique qui mesure 50 mètres de long, 20 mètres de large et 3 mètres de profondeur. Donc on est en train de parler, en fait, ici, de substances qui vont être présentes dans un milieu à toute petite concentration. Donc ici, les micropolluants, on va parler des phtalates, donc ça, ce sont les constituants en fait, chimiques des matières plastiques. On va parler aussi des alkylphénols que l'on retrouve dans les détergents et, comme l'a demandé madame, des résidus médicamenteux. Donc ça fera l'objet de ma deuxième partie de présentation. Et là, dans le milieu aquatique, on est à des concentrations encore plus faibles, plutôt de l'ordre du nanogramme par litre, donc encore 1000 fois moins que le microgramme par litre. Alors, quelles sont la source de ces micropolluants? Donc, bon, c'est un schéma très, très simpliste et assez caricatural. Mais en fait, j'ai différencié donc 3 sources ici principales, on va dire, et que j'ai séparées en 2 parties. La première des sources, c'est l'agriculture avec les produits phytosanitaires, et ça fera partie de la première partie de ma présentation. Quelle est la spécificité de la pollution agricole? Eh bien, c'est que les substances chimiques sont épandues dans le milieu naturel directement et que, pour ainsi dire, en fait, il n'y a pas de filtre pour l'environnement. C'est-à-dire qu'une fois épandues, les substances vont pouvoir ruisseler ou s'infiltrer au travers des sols et on parle généralement d'une pollution que l'on qualifie de diffuse. Par opposition, en fait, j'ai différencié les micropolluants d'usage domestique. Donc ici, vous voyez, dans la maison, on va considérer les substances pharmaceutiques, les cosmétiques, pardon, et tout ce qui est détergent. Les micropolluants aussi qui proviennent du milieu industriel. Et de façon assez caricaturale, on peut dire que tous ces polluants vont quand même être canalisés, vont passer dans nos égouts et vont arriver dans les usines de traitement de nos eaux usées, dans nos stations d'épuration. Donc ces stations d'épuration, elles ont l'avantage d'exister. Elles fonctionnent très bien pour la pollution au carbone, pour la pollution azotée et phosphorée dont on a parlé, mais pour les micropolluants, ces stations ne sont pas forcément très performantes. Généralement, enfin, il arrive très fréquemment qu'on trouve des concentrations en micropolluants en sortie de stations d'épuration identiques à celles que l'on avait en entrée.
Ceci dit, le fait que ces stations de traitement existent, on peut quand même penser qu'à l'avenir, on pourra trouver des solutions et on pourra donc rendre ces stations plus performantes en fait, pour traiter cette pollution engendrée par à la fois les ménages et l'industrie. Cette fois, par opposition à la pollution diffuse, on parle de pollution ponctuelle, puisqu'effectivement, ces polluants sont rejetés dans le milieu naturel, et notamment dans nos rivières, mais à un endroit bien précis. Alors ici, c'est une diapositive extrêmement rapide parce que ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais un peu pour resituer le contexte de ces micropolluants dans les milieux aquatiques. Quels sont les effets? Donc cet après-midi, vous avez une conférence sur les micropolluants et la biodiversité, faite par des biologistes notamment, donc qui vont être plus à même que moi de vous expliquer tout ceci. Mais en fait, pour introduire la suite, voilà, j'ai voulu lister ces quelques points. Donc, la présence de ces substances dans les milieux aquatiques est aujourd'hui avérée, même si ces substances sont présentes à très faible concentration. On a deux phénomènes qui se produisent au niveau de la faune aquatique. Donc, un phénomène que l'on appelle la bioaccumulation, c'est donc un poisson, tout au long de sa vie, va accumuler des polluants. Donc il en aura peu au début de sa vie et il en aura beaucoup plus en fin de vie. Généralement, ces polluants s'accumulent dans les graisses animales. Et puis il y a un deuxième phénomène, c'est le phénomène que l'on appelle de bioamplification, où les concentrations en polluants vont augmenter en fait, le long de la chaîne alimentaire, de la chaîne trophique. Au niveau des effets sur l'environnement, il y a des effets avérés aujourd'hui sur les écosystèmes. Donc, un des effets que tout le monde connaît, c'est la féminisation des poissons due à la présence des perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens, ce ne sont pas une famille chimique de polluants, ce sont beaucoup de polluants qui vont avoir des effets sur le système hormonal de la faune, mais que l'on peut également retrouver au niveau de la santé humaine. Qu'en est-il des effets produits par l'intermédiaire de l'environnement et plutôt via la santé humaine? Donc ça, c'est voilà, on a de grandes interrogations, mais c'est moins connu. Ceci dit, aujourd'hui, dans tous les programmes de recherche, on réfléchit sur une dynamique que l'on appelle One Health pour une seule santé, puisqu'on considère que la santé humaine, animale et environnementale sont toutes interconnectées. Donc je n'en dirai pas plus loin là-dessus, je vais aborder la première partie réellement de ma présentation sur les produits phytosanitaires que l'on appelle plus couramment pesticides et que l'on utilise pour lutter contre les organismes nuisibles et notamment dans les cultures. D'habitude, en fait, on classe ces produits phytosanitaires en trois classes principales. Il y en a plus, mais les trois classes principales sont les herbicides, les insecticides et les fongicides que l'on utilise pour lutter contre les champignons. Alors, contrairement à mon collègue, en fait, je ne vais pas vous montrer des travaux de recherche. Je vous expliquerai pourquoi à la fin si vous le souhaitez, mais plutôt en fait des données existantes que j'ai récupérées notamment via le ministère de l'écologie. Et la première carte que je vous propose, c'est sur l'état de contamination des cours d'eau en France par les pesticides. Donc ici sur cette carte, elle date de 2007. Chaque point en fait est un point de mesure. Il y en a plus de 2000 sur le territoire français. Et la couleur des points en fait est rattachée à la concentration totale en pesticides. Lorsque vous avez des points gris, parfois, c'est qu'il y a qu'il n'y a pas de quantification. Ça veut pas forcément dire qu'on n'est pas allé analyser l'eau, mais ça veut peut-être dire que s'il y a des pesticides, ils sont dans des teneurs que l'on ne peut pas quantifier avec les méthodes analytiques en vigueur. Si vous avez des points jaunes, c'est qu'en fait on a des concentrations inférieures à 0,1 microgrammes par litre. Et puis quand on va vers les couleurs les plus rouges, c'est au-delà de 5 microgrammes par litre de concentration totale en pesticides dans ces cours d'eau. Globalement, on peut voir ici que dans 91% des cas, eh bien, des prélèvements effectués, on a pu se prononcer et on a une contamination aux pesticides. Alors le seuil après, ici j'ai mis un seuil au-delà de 0,5 microgrammes par litre. Donc ce qui est jaune et orange clair, c'est inférieur à 0,5 microgrammes par litre. C'est en deçà de cette concentration, en réalité, on peut potabiliser l'eau sans qu'il y ait de traitement spécifique pour éliminer les pesticides. Entre 0,5 et 5 microgrammes par litre, ici c'est le rouge un peu plus foncé, on peut potabiliser l'eau, mais à condition qu'il y ait des traitements spécifiques. Et au-delà de 5 microgrammes par litre, on ne peut pas potabiliser l'eau. J'ai mis en parallèle de cette carte de 2007 la carte équivalente qui concerne 2011. Alors,
il existe des données un peu plus récentes, mais je crois que la dernière carte que l'on peut télécharger, c'est 2014, puisqu'il y a toujours un temps de retard entre l'analyse et puis après voilà, la représentation des données. J'ai choisi 2011 parce qu'en fait, j'avais une série de données. Tout ce qui va continuer par la suite concernera cette année 2011. Donc, si on compare la carte de 2007 à 2011, a priori, on a le sentiment que la contamination est plus importante. Alors, il y a un petit biais, c'est celui de la représentation. Ici, les points sont dessinés un peu plus petits que là, donc ici, on a l'impression que c'est plus coloré, mais c'est quand même vrai par ailleurs. Et notamment, on a beaucoup plus de points rouges ici sur cette carte que ce qu'il y en a là. Alors, il faut toujours se méfier de ce type de représentation. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la première carte, si on lit un peu plus en détail les légendes, on a analysé 453 pesticides sur les 2023 stations, alors qu'en 2011, en fait, on a recherché non plus 450, mais 550. Et donc forcément, si on en cherche davantage, on a plus de chances d'en trouver. Et donc quand on calcule la concentration totale, on va forcément avoir des valeurs qui sont augmentées. Ce qui est particulièrement différent en fait entre ces deux années, c'est que on était ici en dessus de 0,5 microgrammes par litre dans 18% des stations analysées. Ici, en fait, c'est dans 31%, dans les 31% des stations analysées qu'on est en dessus en fait du seuil de potabilisation de l'eau sans traitement. Alors, je vais conserver à droite cette carte qui concerne les données de 2011. Et ici, c'est la même carte. C'est toujours la contamination des cours d'eau par les pesticides. Ce sont juste deux représentations différentes. Ça, c'est la donnée en fonction des points. Et ça, c'est lorsque l'on a en fait réparti sur le territoire. Donc, c'est quand même un petit peu plus visuel. Au niveau des couleurs, ici, c'est la même légende. Donc, plus on va vers les rouges foncés, plus c'est concentré. Ici, donc, on ne le voit pas, mais si on regarde un peu plus en détail quels sont les pesticides qui contaminent nos cours d'eau, eh bien, en métropole, ce sont quasi exclusivement des herbicides. Je vais rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. En revanche, si on regarde sur les départements d'outre-mer, ce sont les insecticides, en fait, qui polluent les cours d'eau à ce moment-là. Ce que j'ai noté également ici, la dernière phrase, c'est que lorsqu'on retrouve une substance, généralement, on la retrouve l'année suivante. C'est souvent les mêmes substances qui sont quantifiées d'une année sur l'autre. J'ai maintenant conservé cette carte ici parce qu'elle est plus visuelle que l'autre. Donc ici, c'est la contamination des cours d'eau par les pesticides en France en 2011. Et j'ai mis en parallèle la contamination des eaux souterraines pour cette même année. C'est toujours le même code couleur, donc plus on va vers les rouges, plus c'est concentré. Bien évidemment, dans les eaux souterraines, on a des moins grandes concentrations en pesticides que dans les eaux de surface. Le sol joue le rôle de filtre et une partie de ces substances vont être dégradées dans le sol, donc dégradées par des paramètres biotiques ou abiotiques, c'est-à-dire soit par des micro-organismes, soit par des transformations physico-chimiques. Et forcément, on arrive à des teneurs moins importantes dans les nappes phréatiques que dans les cours d'eau. Ceci dit, ici, on a 4 entités hydrogéologiques où on retrouve de façon importante des pesticides, au-delà de 0,5 microgrammes par litre, donc pas de potabilisation possible sans traitement. Or, en général, quand on va chercher de l'eau en profondeur dans les nappes, c'est justement pour ne pas avoir de traitement spécifique à faire. Donc ici, on a justement la Beauce qui est particulièrement polluée et le Vaucluse et une partie des Alpes-Maritimes. En Martinique, c'est ce que vous voyez ici, ça c'est peut-être pas très net, mais ici c'est la Martinique qui est représentée. 70% des nappes phréatiques dépassent ce fameux seuil de 0,5 microgrammes par litre. Ce qui est incriminé cette fois, c'est un insecticide, c'est le chlordécone qui est interdit depuis 1993. Donc là, je vous rappelle qu'on est en 2011. Le chlordécone était utilisé pour protéger les cultures de bananiers et pour lutter contre le charançon. Donc c'est un polluant organique que l'on appelle persistant et que l'on retrouve donc, vous voyez, des dizaines d'années après dans les nappes souterraines lorsqu'il a été utilisé. Cette fois-ci, donc, je vais toujours faire le comparatif entre ce que l'on trouve dans les cours d'eau et dans les nappes souterraines, et ce sont les pesticides les plus quantifiés. Donc ici, on ne va pas parler de concentration, mais de fréquence de quantification.
Pour les cours d'eau, donc vous avez la légende d'ici. La couleur bleu foncé que vous retrouvez ici, là et là, ce sont les substances, les molécules actives qui sont dotées de normes. Alors ça, je n'en ai pas parlé, mais au niveau européen, il existe la directive cadre sur l'eau qui date de 2000, qui impose le suivi d'un certain nombre de substances, de micropolluants, et parmi lesquels on trouve des pesticides. Il y a 18 pesticides à l'origine qui devaient être suivis dans le cadre de cette directive cadre sur l'eau. Et on avait notamment alors, le diuron que vous trouvez là, l'isoproturon, ainsi de suite, toutes ces molécules qui sont en bleu. Les molécules que l'on voit représentées ici en violet, ce sont les produits de dégradation de ces molécules mères. Et ce que l'on voit après en violet plus clair, eh bien, ici, là, ce sont les autres molécules. Donc plusieurs choses ici. La molécule qui est le plus fréquemment quantifiée dans les cours d'eau, c'est ce que l'on appelle l'AMPA. L'AMPA, c'est le premier produit de dégradation du glyphosate, que tout le monde connaît, et sur lequel je vais revenir, puisque c'est une problématique d'actualité. Donc ça veut dire que quand on va prélever de l'eau dans les cours d'eau, dans plus de 60% des cas, on trouve le glyphosate. L'AMPA, c'est-à-dire le produit de dégradation du glyphosate. La deuxième des molécules que l'on retrouve le plus fréquemment, c'est le glyphosate lui-même, puis on trouve un produit de dégradation de l'atrazine, et puis ensuite, ça, ce sont des molécules mères. Ce que l'on peut voir également sur ce graphique ici, ce sont certaines molécules en fait, qui sont marquées ici par une astérisque, sont des molécules qui sont interdites, et pour certaines depuis de nombreuses années. Parmi ces molécules, donc, on trouve l'atrazine et le métolachlore, qui sont des herbicides interdits depuis 2003 d'utilisation, et on les retrouve encore dans nos cours d'eau en 2011. Donc, c'est qu'ils ont une forte persistance dans le milieu et qu'ils se dégradent de façon très très lente. Le diuron est également un herbicide interdit depuis 2008, et on le retrouve effectivement toujours encore dans les cours d'eau en 2011. Si on fait le parallèle maintenant avec ce qui se passe dans les eaux souterraines, eh bien, donc ici le code couleur a changé, hein, c'est pas moi, c'est des données que j'ai récupérées, mais la molécule mère est en verte, donc c'est-à-dire les molécules que l'on utilise pour traiter, et en violet, ici, ce sont les produits de dégradation. Donc vous voyez que finalement, parmi les 15 molécules les plus fréquemment quantifiées dans les cours d'eau, on trouve énormément de produits de dégradation, plus que de molécules mères. Il faut faire très attention, ces produits de dégradation ne sont pas forcément dotés de normes et ils sont parfois plus toxiques que les molécules mères elles-mêmes. Comme précédemment, en fait, les molécules qui sont marquées par une astérisque sont des molécules interdites ou les métabolites, les produits de dégradation de molécules interdites. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Quasi exclusivement des substances interdites ou leurs produits de dégradation dans les eaux souterraines. Si on revient ici, en fait, ce qui est marqué par un H, peut-être que vous ne le voyez pas, mais à l'exception d'une substance, ce sont toutes des herbicides ou des dérivés d'herbicides, et c'est la même chose dans les eaux souterraines, puisqu'ici, je vous parle uniquement des eaux de surface et souterraines en métropole. Alors qu'en est-il en fait de ces substances? Si on les retrouve, c'est que bien évidemment on les a utilisées, et donc j'ai voulu mettre en parallèle quelques données quant à la quantité de substances en fait utilisées, de produits phytosanitaires utilisés en France et en Europe. La France a longtemps souffert de sa triste première position quant aux premiers consommateurs de produits phytosanitaires en Europe. Effectivement, la France était le premier produit consommateur de pesticides. Depuis 2013, la France est passée en deuxième position. Elle a été dépassée par l'Espagne et elle est rattrapée actuellement par l'Italie et l'Allemagne. Ceci dit, ce classement n'était pas très judicieux, à mon avis, il portait préjudice à la France, puisqu'en fait, il prenait en compte la quantité totale de produits phytosanitaires achetés sans la ramener à ce que l'on appelle la surface utile agricole. Et si on ramène cette quantité à la surface utile agricole, on va avoir des données, cette fois, en kilogrammes par hectare. Et donc, ici, ce sont les différents produits européens. Donc, c'est Malte qui est le plus fort consommateur, avec quasiment 14 kg de pesticides utilisés par hectare de surface. Et la France se trouve effectivement là aussi derrière l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Elle est en 9e position quant à la consommation, donc ramenée en fait à la surface de culture. Ici, donc, c'est un graphique qui représente l'évolution de la consommation de ces produits phytosanitaires, alors spécifiquement ici à usage agricole pour la France. Il y a plusieurs données dans ce graphique, donc l'évolution ici va de 1996 à 2013.
On a différencié ici avec les couleurs les insecticides, c'est la première barre ici, des fongicides, des herbicides, et puis après ce sont les autres produits. Donc globalement, ce que l'on peut voir ici, c'est que tous les ans, ce que l'on consomme le plus, ce sont des fongicides. Pourtant, ce que l'on retrouve le plus dans nos cours d'eau, ce sont des herbicides. Si on regarde, donc ici il faut lire les échelles, hein, ce sont des tonnes, les quantités exprimées en tonnes ici de pesticides. Si on regarde par contre la quantité totale, cette fois-ci il faut lire sur l'échelle de droite, et on regarde la courbe rouge ici. Donc globalement, depuis 1999, on a une diminution de la concentration, de la consommation des pesticides en France, puisqu'on est passé de 1999 à 2009 environ, en 10 ans, de 120 000 tonnes de substances actives à 60 000 tonnes de substances actives. On a donc divisé par 2 notre consommation. Mais qu'en est-il réellement et qu'en est-il de l'impact en fait sur l'environnement? Je ne vais pas forcément pouvoir vous répondre. Il est évident qu'on peut dire a priori si on diminue la quantité d'intrants, on va diminuer la pollution. Jusque-là, on est bien d'accord. Ceci dit, je vous ai dit qu'en 2003, on avait supprimé l'atrazine, en 2008 le diuron, et ces substances ont été remplacées par de nouveaux pesticides et qui sont actifs à plus faible dose. Donc on en consomme moins, mais au niveau de l'action, en tout cas pour les cultures, elle est plus importante en fait, ou elle est équivalente avec une dose moindre. Qu'en est-il de l'impact environnemental? On est peut-être dans le même type de configuration. J'attire votre attention ici sur l'année 2010, puisqu'en fait on remarque non pas une stagnation, mais en fait une nouvelle augmentation de la consommation des phytosanitaires en 2010. Et donc ici, j'ai fait un focus en fait sur cette période, hein, après 2010. Donc ça, c'est un peu une autre représentation. Donc on a attribué un indice 100 pour cette période 2009-2011. Et en fait, on voit que 5 ans plus tard, sur la période 2014-2016, en fait, on a une augmentation. Ici, ça veut dire qu'on a une augmentation de 12% de la consommation des pesticides en France durant ces 5 années. Et pourtant, en 2008, la France a proposé un plan qui s'appelle Ecophyto 2018, suite au Grenelle de l'environnement qui avait eu lieu en 2008. Et Ecophyto proposait donc d'essayer de réduire de 50% si possible la consommation des pesticides entre 2008 et 2018, c'est-à-dire en 10 ans. Lorsque l'on a fait le bilan à mi-parcours, c'est-à-dire 5 ans après, donc sur la période 2009-2013, on a regardé la consommation des produits phytosanitaires en fait, pour les zones non agricoles et on a effectivement observé une baisse de 3,4% de la consommation. Mais ceci dit, sur cette même période, lorsqu'on a regardé ce qui s'était passé sur les phytosanitaires utilisés pour des zones agricoles, eh bien, on avait une hausse de 5% en moyenne. Sachant que la plupart des produits phytosanitaires sont utilisés pour l'agriculture, eh bien, on a pu constater qu'un échec. Et le ministre de l'Agriculture à l'époque, c'est un plan porté par le ministère de l'Agriculture, et donc en 2015, Stéphane Le Foll a proposé un nouveau plan Ecophyto, alors qui est assez ressemblant au premier, mais forcément qui est moins ambitieux. Il a toujours proposé de réduire de 50% les émissions la consommation de produits phytosanitaires entre 2015 et 2025, donc une nouvelle période de 10 ans qui a été reportée, avec une étape intermédiaire en 2020, une diminution de 25% d'ici 2020 et donc de 50% d'ici 2025. Alors là, je n'ai pas les données parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un temps de latence en fait entre les données recueillies et le moment où on y a accès. Les seules données que l'on a aujourd'hui sont celles de 2016. Et entre 2015 et 2016, il y avait déjà eu une hausse, certes légère, mais la tendance n'était déjà pas à la baisse. Donc je ne sais pas ce qui va en être. À mon avis, ce sont des plans, tout ça, ça part d'un bon sentiment, mais concrètement, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Alors là, je fais une petite parenthèse, puisque c'est une problématique relativement d'actualité. Je vais vous parler du glyphosate. Donc, c'est un des herbicides les plus vendus dans le monde, commercialisé à l'origine par la société américaine Monsanto. On consomme environ 800 000 tonnes par an de cette molécule et en France, on en consomme 8 800 tonnes par an. C'est à peu près un tiers des herbicides utilisés en France qui sont du glyphosate.
Cette molécule a été classée comme cancérigène probable par le Centre international de recherche contre le cancer. Alors certes, les politiques actuelles font que depuis 2017, on ne peut plus utiliser les produits phytosanitaires dans les communes et les collectivités pour l'entretien des espaces verts, des jardins et des voiries. Les particuliers non plus, depuis janvier 2019, ne peuvent plus acheter de produits phytosanitaires. Donc vous trouvez toujours le Roundup dans le commerce, mais c'est plus du tout la même formulation. Et je vous ai mis cette fois une carte, alors ce n'est pas la même représentation que précédemment. Ça, c'est une carte qui est relative, c'est la carte de France métropolitaine, qui est relative uniquement au glyphosate. Et ici, la couleur, en fait, est fonction de la quantité rapportée à la surface agricole. C'est-à-dire qu'ici, en jaune, on traite avec moins de 0,2 kg par hectare. Et quand on va vers les couleurs foncées, c'est plus de 1 kg par hectare. Et là, on remarque bien que dans le pourtour méditerranéen, eh bien, on a une forte consommation, enfin on applique le glyphosate à très forte concentration, à plus de 1 kg par hectare. Alors notre président a annoncé qu'il supprimerait totalement de la vente le glyphosate d'ici 2021, donc on verra ce qu'il en est, encore rien n'est établi. Pour conclure sur cette première partie sur les produits phytosanitaires, eh bien, j'ai voulu vous montrer que la dispersion, elle était importante et elle était présente dans tous les milieux aquatiques. Donc, effectivement, je n'ai parlé que des milieux aquatiques terrestres, mais toute cette pollution va se retrouver nécessairement dans les océans. Ce sont des faibles teneurs, comme tous les micropolluants, mais de nombreux points sont contaminés et on a de nombreuses substances retrouvées. De nombreuses substances retrouvées, je vous ai dit qu'en 2011, on en recherchait 550. Mais on ne recherche pas toutes les substances qui sont commercialisées au niveau analytique, c'est très lourd et ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc en fait, il existe d'autres molécules qui ont été mises en évidence par des programmes de recherche, dans des campagnes exploratoires et qui sont pour l'instant exclues de ces suivis réguliers, mais elles sont présentes et elles existent. Pour les produits phytosanitaires, eh bien, il existe une réglementation à la fois pour la commercialisation et les usages. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir agir. Au niveau des politiques, donc je vous ai parlé du plan éco-phyto qui se décline notamment en région avec l'objectif zéro phyto pour les collectivités. Donc Collioure, par exemple, vient d'adhérer à cet objectif zéro phyto, donc de niveau 3 pour Collioure depuis janvier 2019. Et puis, donc, comme je vous le disais aussi précédemment, l'interdiction d'utilisation de ces produits phytosanitaires dans les collectivités et maintenant pour les particuliers depuis 2007 et 2019 respectivement. Que fait-on? On va quand même vers des pratiques agricoles que l'on peut qualifier de durables, qui moins vers de l'agriculture intensive. Je ne vous l'ai pas noté ici, ce n'était pas l'objet, mais si on regarde l'évolution des exploitations en agriculture biologique, elles augmentent de façon très forte sur le territoire français et cependant, on observe en parallèle une augmentation en fait, de la consommation des phytosanitaires. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que pour agir sur les phytosanitaires, la seule façon, c'est d'agir en amont, d'agir à la source. Quel que soit le type de pollution, il faut essayer de moins consommer pour moins polluer, mais tout particulièrement dans ce cas. Pourquoi? Parce que je vais faire le pendant avec ma deuxième partie qui va être beaucoup plus rapide et qui concerne justement les substances pharmaceutiques. La prise de conscience de la pollution par les substances pharmaceutiques dans les milieux aquatiques est beaucoup plus récente. Elle date plutôt des années 2000. Alors, comment ces substances pharmaceutiques se retrouvent-elles dans l'environnement? Eh bien, c'est différent, puisqu'en fait, elles passent par un filtre qui est l'homme ou l'animal, si on parle des médicaments à usage vétérinaire. Donc, une fois que vous allez prendre un médicament, celui-ci va être dégradé en partie par l'organisme, mais généralement pas totalement. Et vous allez donc excréter, essentiellement via vos urines, en fait, les molécules mères et des produits de dégradation. Ces molécules vont certes passer par le filtre qui est la station d'épuration, mais comme je vous l'ai dit précédemment, elles ne sont pas faites pour traiter ce type de pollution. Et on va donc retrouver toutes ces substances pharmaceutiques, certes à des très faibles concentrations, encore plus faibles que les pesticides, mais dans nos milieux aquatiques, donc à la fois de surface et également dans nos eaux souterraines. Alors, pourquoi ces substances posent-elles un problème aujourd'hui? Eh bien, ce sont des composés d'usage très répandus et qui ont été créés pour avoir un effet thérapeutique. Donc, comment ne pas s'imaginer que ces molécules biologiquement actives ne vont pas avoir d'effet au niveau de la faune, bien évidemment, aquatique, mais indirectement aussi au niveau de l'homme.
Nombreuses de ces molécules sont également formulées en fait, pour être solubles dans l'eau. Et on a un très grand nombre de molécules autorisées, plus de 1300 molécules utilisées en Europe. Donc des fois, on trouve des chiffres encore plus importants. Mais voilà, il faut que vous gardiez en tête, en fait, une grande diversité de substances possibles aussi au niveau des substances pharmaceutiques. Alors, quelle est la réglementation environnementale en vigueur concernant les substances pharmaceutiques? Eh bien, il n'y en a pas pour ce qui concerne le suivi des eaux. Je vous ai dit très brièvement tout à l'heure, au niveau européen, il existe la directive cadre sur l'eau qui impose le suivi d'un certain nombre de micropolluants, parmi lesquels des pesticides. On trouve également d'autres molécules. Il y a des phtalates, donc les constituants des plastiques, il y a des retardateurs de flamme, mais aucune substance pharmaceutique ne fait partie de ces listes. Donc, il n'y a pas d'obligation réglementaire de suivi. Par contre, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en avant et que je trouve intéressant, depuis 2006, pour ce qui concerne les médicaments à usage humain et de façon un peu plus ancienne pour les médicaments à usage vétérinaire, lorsque une société souhaite mettre un médicament sur le marché, donc elle doit faire une autorisation de mise sur le marché, et dans cette étude, il est nécessaire de faire une évaluation du risque environnemental pour en fait prendre en compte la balance bénéfice sur risque. Alors, qu'est-ce qu'on calcule dans ce cas? En fait, il y a deux phases dans cette étude. Dans la première phase, doit être calculé ce que l'on appelle la PEC, c'est la Predictive Environmental Concentration, c'est-à-dire la concentration prédictive dans le milieu environnemental. On va donc, en fonction des doses qui vont être prescrites, de ce que l'on estime du nombre de patients qui vont suivre ce traitement et des débits d'eau ensuite de nos fleuves, on va faire un calcul, c'est très théorique, ça c'est aussi de la modélisation, on va estimer cette concentration prédictive dans le milieu. Pour toutes les substances, cette concentration est identique, le seuil est fixe, et si, ce calcul prédictif, le calcul prédictif va être différent, mais la valeur seuil est identique pour toutes les substances, et lorsque l'on a un seuil, une valeur de PEC inférieure à cette valeur seuil qui est égale à 10 nanogrammes par litre, donc le nanogramme c'est encore 1000 fois moins que le microgramme, deux possibilités. Donc, si la valeur calculée est inférieure à cette valeur seuil de 10 nanogrammes par litre, on considère qu'il n'y a pas de risque environnemental et aucun souci pour mettre la molécule sur le marché. De ce point de vue-là. Si par contre la concentration calculée est supérieure à cette valeur seuil, alors on passe à la phase 2. Et là, il est nécessaire de réaliser des tests de dégradabilité des molécules, des tests de persistance dans le milieu, des tests de capacité de bioaccumulation. Alors, comme je vous le disais, ici, il n'y a pas d'obligation de suivi, donc forcément, on ne trouve pas de cartographie et il n'y a pas de cartographie avec de telles données. En revanche, donc, j'ai essayé de récupérer des données concernant en fait la consommation des substances pharmaceutiques et surtout de l'évolution de la consommation des substances pharmaceutiques. Donc, l'OCDE a fait une étude très récente, c'est une publication qui date de cette année, sur la consommation de 4 classes de médicaments que sont les antihypertenseurs, les antidiabétiques, antidépresseurs et les hypocholestérolémiants. Et je vous ai donné un seul et unique graphique ici. Ils sont tous à peu près semblables sur les hypocholestérolémiens. Donc ici, on voit en bleu clair l'état de la consommation en 2000 et en 2015, en bleu foncé, la consommation en 2015. Et on peut regarder ce qu'il en est en termes d'évolution. Alors ici, la valeur est un peu particulière, ce que l'on trouve en abscisse. C'est exprimé en doses journalières définies pour 1000 habitants et par jour. Donc, ce n'est pas des grandeurs en kilos ni en grammes, c'est pour pouvoir comparer en fait, d'un pays à un autre et pour pouvoir comparer les évolutions. Donc, globalement, ici, on voit que les 28 pays de l'Union européenne ont multiplié par 4 leur consommation d'hypocholestérolémiens entre 2000 et 2015. Donc, c'est colossal à mon sens. La France se trouve ici. Donc la France a augmenté de 50% sa consommation, puisque la consommation a été multipliée par un facteur 1,5. Et si on regarde le plus mauvais élève à l'heure actuelle, c'est la République slovaque, qui ne consommait ici quasiment pas d'hypocholestérolémiens et qui a multiplié sa consommation par 10 entre 2000 et 2015. Donc on a quand même une tendance à surconsommer
et c'est clairement visible sur ce graphique, et c'était également visible pour les 3 autres classes de médicaments. Alors que va-t-il advenir demain concernant ces substances? Eh bien, je crois qu'on est forcé de faire en fait 2 constats. Le premier, c'est qu'en raison des progrès scientifiques, on a toujours de nouvelles molécules qui apparaissent sur le marché, donc on a une offre qui est toujours de plus en plus grande. En parallèle, on a un accroissement de la population et on a un vieillissement aussi de la population, donc une tranche de la population qui est fortement consommatrice de médicaments, et on traite de plus en plus de maladies chroniques et dégénératives. Donc finalement, on a également une forte augmentation de la demande en substances pharmaceutiques. Et du coup, le problème qui a été relativement récemment identifié comme préoccupant, à mon sens, et va être un problème grandissant, c'est une problématique en plein essor qui ne va faire qu'être amplifiée en fait, dans les années à venir. Alors comment lutter contre cette pollution? Et c'est là où j'ai fait en sorte au départ de vous présenter en fait la pollution diffuse aux phytosanitaires et la pollution ponctuelle par les substances pharmaceutiques. J'ai choisi cet exemple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait ces substances sont quand même globalement canalisées puisqu'elles passent par les stations d'épuration. Et donc ici, je vous ai très schématiquement résumé, fait un schéma qui représente un projet de recherche que j'ai coordonné au sein de notre université. C'est le projet Innoveco qui travaillait sur les résidus de médicaments issus de résidences pour personnes âgées. Et donc, une des idées était d'installer des unités de traitement qui vont être plus spécifiques en fait, pour dégrader ces substances pharmaceutiques. Et donc ici, mes collègues, c'est notamment le laboratoire Promesse, procédés et matériaux et énergie solaire de l'Université de Perpignan, ont développé cette unité de traitement. Donc il y a 2 modules, un module solaire et un module biologique, qui dégradent spécifiquement ces molécules. Donc ces molécules, bien évidemment que le mieux, c'est toujours de moins en consommer. Ceci dit, on a besoin de nous soigner. Et donc, par voie de conséquence, ici, contrairement aux produits phytosanitaires, on va pouvoir essayer de les traiter. Et des études sont menées en ce sens. J'ai également voulu faire le focus sur l'initiative suédoise que je trouve particulièrement intéressante. Dès 2014, les Suédois ont proposé un plan global de prévention et de sensibilisation concernant les substances pharmaceutiques. Et pour chaque substance active, c'est-à-dire pour chaque substance active de médicament, ce que j'appelle moi la molécule mère, eh bien, ils ont établi une classification relative au risque d'écotoxicité en prenant en compte 3 critères, le critère de persistance dans le milieu, de bioaccumulation dans les êtres vivants et de toxicité. Chacun de ces paramètres peut prendre une valeur allant de 0 à 3 et on définit ce que l'on appelle l'indice PBT. Donc plus cet indice est élevé, plus cette substance va être nuisible pour l'environnement. Et de ce fait, les prescripteurs, donc les médecins, pour un effet thérapeutique équivalent, peuvent choisir la molécule qui aura le moins gros impact environnemental. Donc ici, on va plutôt en ce sens vers des pratiques d'éco-prescription qui, à mon sens, sont importantes à développer. Dernier exemple, mais il reste 2 diapositives, ça va être terminé. C'est une problématique encore plus d'actualité que les substances pharmaceutiques, et d'autant plus d'actualité que nous sommes en été et à Collioure, car elle concerne en fait les filtres UV que l'on retrouve dans nos crèmes solaires et dans nos cosmétiques également. Donc dans ces filtres solaires, on retrouve des molécules qui sont des molécules organiques, donc à base de chaînes carbonées, et on trouve aussi des choses qui sont plus minérales, et notamment des nanoparticules de TiO2. Je vous présenterai ici une étude très récente qui a été réalisée par Craig Downs, un Américain qui vit à Hawaï, et qui a fait des études sur cette molécule qui s'appelle l'octinoxate, et il a regardé l'impact de cette molécule sur les récifs coralliens. Donc ici, vous avez un corail en bonne santé au temps T0. Ici, vous avez 14 jours plus tard, le corail exposé à 1 ppb, c'est-à-dire à 1 microgramme par litre de cette molécule que l'on retrouve dans les cosmétiques, produits de beauté et écrans solaires. Donc, il a montré en fait que cette molécule avait un impact sur le blanchissement des récifs coralliens
Et il a ensuite mesuré en fait, sur son archipel en fait, des concentrations, les concentrations de cette molécule. Donc les concentrations maximales qu'il a mesurées, donc les valeurs ici on ne voit plus très bien, c'est 2015 et 2017. Hein, les valeurs maximales qu'il a mesurées ici sont de l'ordre de 5,5 microgrammes par litre. Alors bien évidemment, hein, c'est très, très proche des côtes parce que forcément plus on va aller vers le large et plus on va avoir un effet de dilution. Ceci dit, c'est Monsieur Craig Downs est un vrai leader d'opinion et donc Hawaï va être le premier État américain à interdire l'utilisation de cette molécule, l'octinoxate, et une autre molécule qui s'appelle l'oxybenzone aussi, qui est un peu comparable dans les effets, dès 2021. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je voudrais remercier aussi les organisateurs de m'avoir invité.